Ce n'est pas l'enfant que nous attendions. Lors de l'accouchement, tout se passait bien, mais soudain, il y a eu un arrêt. Je pense... Oh, c'est suspect. Mon fils est né et la sage-femme et le médecin ne disent plus rien. Ils me donnent le bébé et s'en vont. Puis ils reviennent et c'est le médecin qui parle. Il tourne autour du pot, il parle de notre enfant. Il a ci, il a ça, une liste comme ça. Mon mari l'interrompt. Attendez, vous êtes en train de parler de trisomie? Et le médecin, qui ne pouvait pas dire le mot, dit oui, c'est ça. Alors là, c'est Beyrouth. C'est le tsunami. Il a dit quoi? Là, c'est l'horreur, l'inattendu. Moi, je n'étais déjà plus là. Il y avait un écart entre le bébé que j'avais porté, qui venait de naître, que j'accueillais, et ce que disait ce type. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il ne parlait absolument pas de l'enfant que j'avais sur mon ventre. Il s'était trompé de chambre. Ça ne me concernait pas ce qu'il disait. Il ne parle pas de nous, là. Tu t'arrêtes? Non. C'est elle qui s'arrête. Je ne suis restée que 2 ou 3 jours à la maternité. Sauf que pendant ces 2 ou 3 jours-là, j'étais considérée comme une maman d'enfant handicapé. On ne me laisse pas faire sa toilette. Je leur dis, c'est quoi ce délire? Des toilettes de bébé, j'en ai déjà faites, c'est mon 3e enfant. Sauf que j'ai accouché de la différence. À un moment donné, cette non-rencontre, c'est trop dur émotionnellement. Je n'avais qu'une hâte, vivement que je me barre. C'est pas possible, cette prison dans laquelle on me met. Ça n'a pas traîné. Je rentre à la maison. Et là, j'ai mis mon bébé dans son lit et j'ai fermé la porte de sa chambre. T'as fini? Elle a les yeux humides. Elle dit, c'est très intime ce que je vous raconte. Je ferme la porte de la chambre de mon bébé. Je le regarde et je lui dis, écoute, qui que tu sois qu'il raconte, qui que tu sois qu'ils disent de leur place à eux, moi, je sais qui tu es. Tu es mon fils. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent de leur place à eux, dans cet écart que j'ai vécu avec eux. Peu importe. Je t'autorise à être ce que tu es. Et pourvu que je l'apprenne, cet autre que tu es, qui n'était pas celui que j'attendais, mais à un point que je vais tout apprendre avec toi. Ta montagne, c'est ma montagne. Tu vas la grimper et je vais la grimper avec toi. Et si le sac à dos, ils l'ont rempli de pierres, on va grimper quand même. Qu'il reste en bas. Nous, on part vivre notre vie. On va pas se mentir. Il y a des trucs beaux, mais il y a des trucs moches. Vraiment moches. On fait un peu pitié, non? Mon frère, quand il est heureux, il bave. Et plus il est heureux, plus il bave. Ça dégoûte les gens, ça les impressionne. Pas moi, parce que c'est mon frère.
Je sais que c'est juste parce qu'il est heureux qu'il bave. Il suffit de lui essuyer la bouche. Pas la peine d'en faire tout un plat. Mon frère, c'est pas si pire. Il y en a un, sa sœur, elle prend la nappe, elle la tire et met tout par terre. Mon frère, il ne ferait jamais ça. Moi, ma sœur, elle est IMC. Je sais ce que c'est que le regard des autres. On vivait dans un petit village. Et nous, les gosses, on se baladait avec une fille toute tordue dans un fauteuil. Ma sœur, elle avait du mal à parler, mais elle avait toute sa tête. On se fendait la poire avec elle. Les gens nous regardaient passer. Qu'est-ce que c'est que ces manouches? Oh, on était tout le temps fourrés dehors. Dans le regard des autres, il y avait le méconnu. L'inconnu qui fait peur. Elle me dit, mon fils, il n'est pas différent. Il est unique. Je regarde son fils, je dis, oui, d'accord. Il est unique, mais quand même, il est un peu différent, non? Elle me dit non, pas du tout. Différent, ça sépare. Unique, ça met en valeur. C'est souvent elle qui parle, pas lui. Lui, il travaille. Elle, souvent, elle arrête de travailler. Surtout si elle n'a pas un boulot bien payé, ou elle aménage son temps. De toute façon, c'est elle qui va aux rendez-vous médicaux, c'est pas lui. C'est pas un peu cliché ce que tu dis là? Non, c'est pas cliché. C'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. En général, c'est elle qui dit, c'est elle qui va, c'est elle qui fait la guerre, quoi. C'est la guerre. T'as intérêt à avoir les pieds bien ancrés au sol quand tu récupères ton gamin, je veux dire, t'as intérêt à être costaud, tu vois, c'est physique. De toute façon, tu n'as pas le choix. Si t'as pas l'énergie, tu l'as quand même parce que tu n'as pas le choix. Elle me confie. Il y a forcément un avant et un après. C'est quelque chose qui coupe la vie en deux. Quand il était petit, il était calme. Il dormait tout le temps. Sa sœur l'appelait Dodo. Vers 1 an et demi, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, il y a eu le bilan des 2 ans chez le pédiatre. J'y suis allé avec une boule dans le ventre parce que je me doutais que quelque chose allait se passer. Le pédiatre m'a posé des questions et elle m'a dit, elle était directive, elle a écrit un courrier pour le CMPE. Et elle m'a dit, vous appelez et vous prenez rendez-vous. C'était tellement directif que je me suis senti obligé de le faire. Et voilà, on va voir des médecins, on fait un bilan et j'ai un petit garçon qui ne parle pas, qui ne nous regarde presque pas. À cette période-là, dès qu'on s'approchait de lui, on aurait dit un enfant battu. J'avais honte. Et là, on voit un premier pédopsychiatre, une femme. Elle était, comment dire, dure. J'avais pas besoin de ça. Je n'avais plus de coquilles, j'étais nu. Et elle m'a fait peur. Du coup, je n'y retourne pas. Je me dis, de toute façon, il n'a que 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, il est juste un peu en retard. Mais une infirmière m'a rappelé. Je lui ai dit la vérité. Le médecin, j'ai pas envie de la revoir. Je ne la sens pas. Si ça persiste, je reviendrai. Elle m'a répondu, vaut mieux venir pour rien très tôt que trop tard. Il y a des pathologies, avant que ça s'installe, vaut mieux travailler quand ils sont petits. Alors, j'ai vu un autre médecin. Elle était plus douce. Elle a su la chose avant même de me le dire. Elle a attendu que je sois prête. Enfin, plus prête. Et là, c'est plusieurs rendez-vous, une batterie de questions et le bilan qui tombe. Mon fils est autiste. Ça y est. On ne peut plus revenir en arrière. C'est là et ça fait partie de la vie. Mais après, on accepte. Il y a des coups de mou, il y a des hauts, il y a des bas. Et tant qu'il y a des hauts, ça va. Quand il arrive en grande section, il fait un mi-temps à l'école, un mi-temps au UHE. Alors ça, c'est comme le diagnostic.
C'est un dur moment à passer, parce que même si on nous dit « Non, c'est pas ça », c'est marqué sur le papier. C'est l'hôpital psychiatrique. Il fait des progrès tout doucement, mais il les fait. Puis on fait une demande de prise en charge en IMP. Encore un cap à passer. Parce que la réalité, c'est que mon fils est entouré de médecins et d'enfants malades. C'est sa vie. Et puis il y a l'amour. Et ce petit garçon qui m'a fait peur dans sa bizarrerie, parce qu'ils sont bizarres, les autistes. On les décrit presque comme des machines qui ne connaissent pas le second degré, qui ne sont pas empathiques. Lui, il est câlin au possible. Il chante tout le temps. Il a ses choses à lui et il a une pêche d'enfer. Et puis il commence à dire quelques mots. Ah, c'est marrant, il n'a pas les codes. Par exemple, quand il se fait mal, pour me dire j'ai mal ou aïe, il me dit ça va? Oui, parce que c'est ce que je lui dis quand il se fait mal. Et quand il se fait vraiment mal, il me dit oh, mon petit cœur. Et là, c'est vraiment qu'il n'en peut plus. Des fois, j'ai envie de m'échapper. Mais je ne peux pas. Cette maladie, elle fait partie de la famille. On l'a tous un petit peu. Mais c'est quand même lui qui l'a le plus. C'est lui qui l'a subi et qui la subira toute sa vie. Et quand je pense à ça, je redeviens sa maman, à part entière. Je n'ai pas le choix. Il faut que je vive longtemps pour m'occuper de mon enfant. Neurotypique, c'est normal. Oui, Bon, et pour le handicap, tu donnerais quoi comme définition? des avantages durables à vivre les mêmes choses que les autres. Elle explique. Je travaille avec des enfants en pédopsychiatrie. Surtout, ne pas oublier que ce sont des enfants. Surtout, ne pas oublier que ce sont des enfants. Chose douloureuse. Une maman qui demande « Est-ce que ma fille va apprendre à lire un jour ?» Et on ne peut pas répondre. Ou un bébé dépressif. Ou des médecins mal à l'aise, ou maltraitants sans capacité d'adaptation, inhumains. Ou des parents qui partent en guerre contre tout, ou qui cherchent des thérapies miracles et hors de prix à l'étranger. Ou un enfant maltraité dans sa famille. On a fait tout ce qu'il fallait, la procédure habituelle, en se disant qu'il allait être placé avant la fin de la journée, mais il n'a pas été placé. On l'a vu repartir chez lui, et pour la première fois depuis le début de l'année, il a pris sa petite main. Il partait en taxi. Il a ouvert la fenêtre et avec sa petite main, il nous a fait au revoir. Avec ma collègue, on s'est dit, il sait qu'on l'envoie au casse-pipe. Il n'avait jamais fait ça auparavant, nous dire au revoir. On s'est senti minable. C'est comme s'il nous avait dit, vous inquiétez pas, je vais gérer. Une maman qui ne peut pas regarder son enfant. Elle le laisse toujours avec un mot négatif. On essaie de positiver et ça lui fait trop mal. Vous dites que c'est bien, mais dans 15 ans, ça vous fera toujours rire ce qu'il fait? Les deuils, c'est terrible. Il y a des jeunes fragiles, des pathologies où la mort rôde. Et puis parfois, un jour, ça arrive. C'est douloureux. Je me souviens de cette maman derrière la vitre à la crèche.
en train de regarder son enfant et de ses larmes qui coulaient. Au début, je disais, en pensant à mon fils, il aura sa petite vie, et voilà. Aujourd'hui, je ne dis plus sa petite vie, je dis sa vie. À l'approche de l'adolescence, ma fille perd pied. Elle est amoureuse d'un garçon de sa classe et commence à avoir des pensées délirantes. Par exemple, ce garçon se met du gel dans les cheveux. Et pour elle, ça ressemble à des dents de crocodile. Elle est persuadée qu'il va la dévorer. Ou des voisins qui ne supportent pas le bruit que fait mon enfant. Ils sautent, ils tapent dans les murs et on ne peut pas l'arrêter. L'année des 20 ans, c'est l'année cauchemar. Parce qu'il faut faire renaître son enfant administrativement. Il passe au stade adulte et on est harcelé de papier. Il y a des erreurs monumentales, d'énormes incompétences administratives. C'est de la maltraitance. Par exemple, on a l'obligation de lui chercher une place dans des centres adultes pour avoir ce qu'on appelle le maintien à l'IME. Le maintien n'est possible que grâce à un amendement de M. Croton qui a dit on arrête de les foutre dehors à 20 ans parce qu'après ils n'ont de la place nulle part. La famille doit justifier de recherches assidues dans des centres, jusque-là pourquoi pas, sauf qu'en fait, il n'y a aucune place. On est contrôlé sur une espèce de délire fantoche. Et tous les ans, il faut recommencer selon la pathologie de votre enfant, ça peut durer 7 ans. En plus, il faut postuler pour des structures d'accueil que parfois on n'a même pas le droit de visiter. J'ai réglé le problème. Quand ça coince, au lieu de gueuler, je pleure. J'ai appris à être hypocrite. C'est pas facile, bordel. Depuis qu'il est né, on a vu fuir tous nos copains. Alors aujourd'hui, même quand ça va mal, on dit que tout va bien. Il y a des parents qui nous les confient parce que c'est dur, parce qu'ils n'en peuvent plus et qui ne veulent pas en parler parce qu'ils ont déjà ce fardeau à porter tout le temps. Pour eux, on est une respiration. J'ai tendance à dire, ces parents-là, on va les laisser tranquilles parce que c'est pas la peine de les mettre plus à mal. Les parents avec lesquels c'est le plus compliqué, ce sont ceux qui disent que ça va bien alors qu'on sait que ça n'est pas possible. Sauf qu'on ne peut pas accompagner la famille pour qu'on n'arrive pas au jour où, parce qu'on a mis le couvercle, la cocotte minute explose. Et il y a aussi des parents qui sont dans le déni, parce que accepter, c'est faire le deuil de cet enfant qu'ils ont imaginé. Et puis, il y a des parents avec qui on chemine, doucement. Petite fille, aux yeux de bille, tes rêves poussent à l'envers, tes pas vacillent les revers, tu les portes à ta boutonnière. Tes racines sont des feuillages, tu cherches souvent ton ancrage, mais ne crois pas quand il déroule que tu tournes toujours en haut. Tu vis un monde qui est le tien, je t'accompagne sur ce chemin, ton langage est cousu de mots, mystérieux, étrange et beau. Petite fille si différente, je te lâcherai pas la main. L'avenir existe et ton demain sera précieux comme un dimanche. Les fils invisibles que tu suis, rayons de lune qui t'attachent, tisse la trame de ta vie. C'est toi mon guide et moi je marche. Tu vis un monde qui est le tien, je t'accompagne sur ce chemin. Ton langage est cousu de mots, mystérieux, étrange et beau. Petite fille, cheveux fous, tu ne supportes pas les murs, les portes fermées et les serrures. Dès que tu peux, tu ouvres tout. Et sur tes petites jambes frêles, tu cours et voles à terre à laine. Tu te prends pour une hirondelle, jamais posé, toujours debout. Tu vis un monde qui est le tien, je t'accompagne sur ce chemin. Ton langage est cousu de mots, mystérieux, étrange et beau. Des beaux moments, il y en a plein. Bien plus que des mauvais. Des victoires, comme des poussières d'étoiles. Et de poussière d'étoile en poussière d'étoile, ça fait de la lumière.
Bien sûr, on n'est pas au pays de oui-oui où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le moche, ça existe partout, ici aussi. Mais même si on ne peut pas tout changer, ce qui se vit là, c'est toujours ça de prix. On sème des graines, on ne sait pas si ça va pousser. On sème, et des fois, ça pousse. Choses qui rendent heureux. Un petit garçon qui peut mettre sa serviette à table alors qu'il n'y arrivait pas du tout. Un enfant qui arrive à souffler des bulles, ou qui te voit vraiment. Il met la main sur ta joue, il touche tes yeux. Ou un enfant qui arrive à manger des carottes sans pain. Alors que avant, il ne mangeait que du pain. Un rituel qui change. Par exemple, un enfant qui veut toujours la même crème au dessert, et un jour, il décide d'en prendre une autre. C'est énorme. Un enfant qui t'appelle par ton prénom et qui te dit « s'il te plaît ». Au début, tu n'y crois pas. Tu regardes ta collègue, et elle te dit « oui, oui, il l'a fait ». Des fois, tu veux tellement les choses que quand elles arrivent, tu te demandes si t'as pas rêvé. Des fois aussi, tu veux tellement les choses que quand tu lâches parce que tu penses que ce n'est pas possible, elles arrivent. Par exemple, un enfant qui accepte enfin de manger à table avec les autres, ou qui soudain te dit « bisous », ou qui, alors qu'il t'ignorait jusque-là complètement, t'a accueilli ce matin un bouquet de pâquerettes qu'il t'offre en te regardant dans les yeux. Ou un enfant qui commence à lire, qui fait ses syllabes alors qu'on n'y croyait plus. Ou une maman qui dit « pendant longtemps ça a été terrible, mais aujourd'hui ma fille, c'est mon rayon de soleil ». Ou trouver comment apaiser un bébé en souffrance en lui caressant le cou. Ou une maîtresse qui fait chanter ou plutôt crier les enfants à la fin de la journée pour les aider à évacuer les tensions accumulées. Je me souviens d'un jeune, quand il recevait le ballon, eh bien, il ne le renvoyait jamais. À la cantine, avec un collègue, on a commencé à le bombarder avec des boulettes de papier. Il était mort de rire. Et maintenant, quand on lui envoie quelque chose, il nous le renvoie. C'est tout bête, mais qu'il arrive à faire ça, ça rend heureux. Pour ma fille, on ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle ne parle pas. Elle est très handicapée, mais elle a la joie et elle est drôle. J'avais cette expression qui revenait sans cesse, comme on dit, un imbécile heureux. Et quand elle pousse des petits cris, je la comprends. C'est fou tout ce qu'on peut comprendre quand on a un enfant handicapé. Par exemple, le cri qu'elle fait dans son lit pour dire « je me sens bien ». Un papa qui vient voir sa fille au retour d'une sortie en bateau. Il est hyper touché de voir que sa fille participe à cette activité. Ou les petits regards que les enfants nous envoient parfois quand ils font quelque chose de nouveau qu'on a essayé de leur apprendre. Des regards qui disent « t'as vu ? J'ai réussi ». Par exemple, quand ils cherchent à aller vers les autres dans la cour et que c'est difficile pour eux et que le copain leur a dit oui pour jouer avec eux. Ou un atelier théâtre inclusif où les enfants ont participé. Je les sens avec les autres, heureux, bien. Je me mets à distance et je les regarde. À cet instant, ils n'ont pas besoin de moi. J'en aurais pleuré de bonheur. Ah, d'ailleurs, le théâtre, ça devrait être obligatoire pour tous. Les normaux et les pas normaux. Ou encore une famille qui doute tellement de ses capacités qu'elle ne peut rien faire avec son enfant sans qu'on soit là. Par exemple, aller faire un tour en vélo. Et puis un jour, on apprend que ça y est, la famille est sortie avec son enfant toute seule faire du vélo. Ou une maman qui confie soudain dans un moment d'intimité « ça y est, j'ai passé un cap. J'ai accepté le handicap de ma fille et je l'aime comme elle est. » Réveiller sa fille le matin, c'est un moment tendre de câlin et d'échange. Quand mon enfant est né, il était visiblement ordinaire. Et ça a été fabuleux. Le médecin ne m'a rien dit et au début, je lui en ai terriblement voulu de ne pas m'avoir annoncé le diagnostic tout de suite. Mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était un cadeau qu'il m'avait fait. J'ai pu tisser une relation tout de suite. Mon bébé est né et c'était mon enfant. J'ai eu la joie de l'accouchement, la joie de l'après pendant 1 mois environ. Cette joie, personne ne pourra me l'enlever. Ce que je pourrais dire, c'est que
Le handicap en lui-même, c'est très supportable. Ce qui est insupportable, c'est de l'inclure dans une société où il n'y a pas la place. Je me souviendrai toute ma vie de ce monsieur à l'hôpital. On se croisait. Il était souriant et jovial et toujours à me demander comment moi j'allais. Un jour, dans l'ascenseur, je le croise et il me sourit. Il avait perdu son bébé et il s'en allait. Et moi, je ne le savais pas. Il me demande comment ça va et moi, comme un con, je lui raconte que ça va pas trop. Il venait de perdre sa fille et il partait. Il n'a rien dit. Je ne l'ai su qu'après. Des trucs comme ça. Alors quoi qu'il arrive, mon fils est là et il est bien vivant. Il me dit oui. Mais aussitôt, il me dit non. Alors du coup, je ne sais pas si c'est oui ou si c'est non. Comment savoir ce qu'il pense? Il dit « J'aime chanter », mais il ne veut pas chanter. Il dit « Il faudrait de la musique ». Je propose « Je mets de la musique ». Il répond « Oui, mais non ». Et il ne chante pas. Il dit qu'il fait du théâtre, qu'il aime bien. Pourquoi? Parce qu'il aime bien. Il ajoute les répétitions de théâtre, des fois ça se passe bien, des fois pas très bien. Il dit aussi j'aime le cinéma mais non, en fait j'aime pas trop. Il dit je danse aussi, je fais du hip-hop, j'y arrive bien, mais aussi je n'y arrive pas. Pour m'expliquer qu'il est le dernier de la famille, il dit moi quand j'étais petit comme ça. Et il montre l'espace entre deux doigts. Puis mon frère était petit comme ça, moyen. Et il montre un espace entre trois doigts. Et mon grand frère comme ça. Et ça, c'est l'espace qui est encore plus grand. Il y a des choses qu'il aime et d'autres qu'il n'aime pas. Il me dit, je ne peux pas dire pourquoi, mais ça me blesse. Par exemple, à Paris, il y a des merveilles, mais ça me fait peur aussi. Ça me donne du chagrin. Ça me plaît et ça me déplaît. Et puis la ville, ça peut être tout petit et très grand. Quand tu marches, c'est grand. J'aime marcher. Il me dit, avant, j'aimais l'école, mais non, j'aime pas l'école. Je suis en colère contre les autres. Ceux qui sont violents, qui me regardent de très près. J'ai aussi plein de copains, plein de copines. Mais j'ai pas d'amoureuse. Pas encore. Et ça m'agace. Il me dit aussi, des fois, ma mère me saoule à toujours me répéter encore, et j'ai le blues. Je le regarde. Comme n'importe quel adolescent. Il reste une énigme, sauf quand il sourit, là. C'est magnifique. Ça veut dire quoi, vivre la différence? Franchement, si tu me regardes comme je suis, que tu m'acceptes comme je suis, on vit. Et puis c'est tout. Elle me dit, j'ai 13 ans. Je ne pouvais pas entrer dans une classe. Il y avait trop de monde. Ça me faisait peur. Maintenant, je peux. Il me dit, j'ai 14 ans. J'ai eu plein de problèmes quand j'étais petit parce que j'étais un peu bête. Je faisais des trucs débiles, mais je ne m'en rendais pas compte. Genre quoi comme truc débile? Il ne veut pas raconter. Il dit, je faisais des trucs débiles, je ne travaillais pas bien, j'avais des difficultés. J'ai redoublé plein de classes. Et puis à un moment, je me suis retrouvé en hôpital de jour, et maintenant je suis là. J'ai eu plein d'histoires. J'aimerais bien retourner dans une classe.
pas forcément normal, mais quand même. Il a 17 ans. Il est accueilli à l'IME. Il ne se sent pas différent. Il fait partie d'un groupe. Parfois, il fait des concerts. Il adore la musique, la danse et le théâtre. Il aime aussi dessiner. Et il aime tout le monde. Il répète « J'aime tout le monde ». Il a des beaux yeux marron clair cerclés de vert, une voix aiguë, un joli sourire. Ce qu'il voudrait plus que tout plus tard, c'est travailler. Elle les écoute. Elle est un peu timide. Sauf quand elle parle de ses chats et de son chien. Elle apprend à coudre à la machine. Elle aimerait fabriquer ses habits, ceux des autres. Elle a plein d'idées. Sa voisine aime le bal à Bélanger depuis qu'elle est toute petite. Alors, par contre, elle n'aime pas danser. Elle rêve de partir en vacances avec sa maman en camping-car. Plus tard, elle aimerait apprendre à cuisiner. Et elle sait déjà préparer les pâtes et les pizzas. C'est une gourmande. Ça se voit à son sourire. Différent, c'est quoi? Je suis comme les copains. Il y a tant de choses que j'aime. Par exemple, jouer de la musique avec mon pote. On répète une fois par semaine le mercredi. Cette année, on arrache la baraque. Il raconte qu'il travaille chaque week-end dans un centre social près de la mer. Il va avoir un CDI pour l'accueil du public, la sécurité et le bar. Cette année, j'habite dans un studio. C'est un stage en autonomie complète. Je me fais à manger tout seul, je fais les courses, le ménage, je sors en autonomie, tout seul. Je prends le bus, je me promène en vélo au bord de la mer. Par contre, je ne vais pas me baigner. Interdit. Il y a des requins. Il rit. Il répète encore une fois, en autonomie. Je la regarde. Elle est si petite. C'est dur pour elle de franchir une porte. Elle l'a franchie 4 fois ce jour-là. C'est énorme. Si tu lui demandes la différence entre elle qui vient de l'IME et les autres enfants de l'école, elle te regarde et elle répond « C'est mes copains ». Lui aussi est petit. Il dit que les autres n'ont pas envie de jouer avec lui. Il me regarde les yeux tout ronds et dit « Je ne sais pas pourquoi ». Moi, quand je serai grand, je veux gagner beaucoup d'argent en vendant des vidéos sur YouTube. J'habiterai aux États-Unis, j'adore les États-Unis. Pour l'instant, j'ai une amie qui va au collège, dans une classe normale. C'est vraiment mon amie. J'ai pas d'amoureuse. J'en avais une avant, mais je ne l'aime plus. Alors plus tard, aux États-Unis, j'aurai une amoureuse. Ce sera une belle femme, tu vois, vraiment belle. Ah, et j'aurai une voiture de course. Une Lamborghini? Oui, ou une Porsche. Ici, le problème, mesdames, messieurs, c'est pas que c'est isolé, c'est que c'est asilaire. On n'est pas dans la cité, du coup, l'accès spontané, ça manque. La vie, c'est quand même autre chose qu'uniquement de l'hébergement et de l'autonomie. Chacun a de multiples facettes, handicap ou pas. Quand on amène des jeunes de l'IME sur l'extérieur, on voit bien que le contexte sollicite des parts d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ici, si tu veux faire un truc, il faut faire une convention. On parle d'inclusion, mais si tu vas chez le dentiste, tu fais une convention. Si tu vas au cinéma, tu fais une convention. Moi, je ne dis pas le mot respect. Je dis, je suis dans la considération inconditionnelle. Elle explique. Ma fille n'a pas un handicap répertorié. Elle a un retard psychomoteur global d'origine indéterminée. C'est ce que disent les docteurs quand ils ne savent pas quoi dire. Ce n'est pas génétique. Il n'y a pas de raison particulière. Elle est née d'une grossesse gémellaire, sa sœur va bien. Quand les médecins ne savent pas, ils ont tendance à reporter la faute sur les autres. C'est la faute de sa sœur. Elle a tout pris, trop d'énergie pendant la grossesse. C'est la faute de sa mère.
Elle l'a laissé tomber et elle ne s'en souvient pas. Ou encore, c'est la faute de sa mère. Elle n'a pas été très sérieuse pendant la grossesse. La faute? Quelle faute? Moi, ma fille a eu la chance d'être accueillie à bras ouverts par des enseignants en maternelle alors qu'elle était très agressive. Elle avait peur des autres, alors elle tapait. Mais même si elle était très intégrée à l'école, son père et moi, on la voyait en souffrance tout le temps. Quand on parlait d'aller dans le service de pédopsychiatrie, les enseignants nous regardaient en disant « Oh, mais vous vous rendez compte avec quels enfants elle va être ?» Et on répondait « Notre fille, elle n'est pas pire, elle n'est pas mieux que les autres. Elle a besoin de soins. Et il n'y a pas de comparaison possible avec les autres. » C'est quoi pour toi la différence entre inclusion et intégration? L'intégration, c'est la personne qui s'adapte au milieu. Alors que l'inclusion, c'est le milieu qui s'adapte à la personne. C'est la notion de en situation de handicap. On ne vit pas son handicap de la même manière selon la situation dans laquelle on est. Si le milieu s'adapte à la personne, elle va être moins handicapée. Voilà pourquoi on parle maintenant de personnes en situation de handicap. La situation sur handicap? En fait, la personne a un empêchement. Par exemple, elle est en fauteuil roulant. Si elle va au collège de Maran, elle pourra prendre l'ascenseur et accéder à la salle de cours. Si elle vient à l'IME, comme il n'y a pas d'ascenseur, elle sera plus handicapée. Que ce soit physique ou intellectuel, c'est la même chose, même si ça se voit moins. Par exemple, si la personne est accueillie par un établissement scolaire qui va lui faciliter les choses, elle va pouvoir être bien mieux que si elle est face à des gens qui ne la comprennent pas, qui ne veulent pas d'elle, qui la regardent de travers. C'est tout le boulot qu'on fait auprès de l'école, du collège. On explique les difficultés des jeunes aux enseignants, aux écoliers, aux collégiens, pour que eux comprennent et s'adaptent à nos jeunes et non l'inverse, que ce soit toujours nos jeunes qui fassent des efforts. Ça demande du temps. Moi, c'est le contraire. Mon enfant, on n'en voulait pas à l'école. Son instinct disait « c'est pas mon rôle d'accueillir un enfant en situation de handicap avec des enfants normaux ». Pourquoi il y a des AESH pour aider? Les AESH n'ont la plupart du temps jamais travaillé avec des enfants. On va les chercher à Pôle emploi. Elles sont mal payées, précaires. Elles n'ont pas de formation. C'est le meilleur ou le pire? La loterie. Nous, on a toujours tiré les mauvais numéros. À la maison, ma fille ne peut pas rester seule. Pour elle, pour son développement, il va falloir qu'elle aille en internat. C'est l'évolution de tout le monde de partir de la maison, d'avancer. Mais j'ai des angoisses de maman. Ma fille est une jeune fille, mais dans sa tête, c'est une enfant. La méchanceté, elle ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'elle saura que n'importe qui n'a pas le droit de lui toucher la poitrine, de glisser la main dans son pantalon? Il dit « J'ai tout refoulé au départ. Tout allait bien. Ma femme portait tout. Pour moi, c'était normal. Elle s'occupait de tout. Ça m'arrangeait bien. Quand elle est partie, il m'a fallu tout apprendre. Les soins, la toilette, les repas, la maladie. Il m'a fallu aussi apprendre à accepter mon enfant, moi, les autres. Quand tu as un enfant handicapé, malade, ton couple, il n'y a pas 36 solutions. Soit il explose, soit ça le soude encore plus. Nous,
ça a explosé en plein vol. Ça paraît une montagne, mais il faut vivre avec. On est tous différents. Les handicaps, il y en a qui se voient. Et il y en a qui ne se voient pas. Il y en a qui ne sont pas handicapés. Enfin, qui ne se pensent pas handicapés. Mais ils le sont. Parce qu'ils sont cons comme des balais. On peut encore applaudir la compagnie Baleine Carreau avec Ma Montagne, rendre visible les invisibles, tel était leur message tout en poésie et en musique. Merci à vous, on va vous applaudir la compagnie Baleine Carreau.